On revient en détail sur le 34e sommet ordinaire de l'Union africaine avec Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quelles étaient les grandes questions évoquées justement lors de ce 34e sommet de l'Union africaine qui s'est clos hier ? Alors, bien évidemment, circonstances obligent, la question principale est la réponse à donner par l'Union africaine pour justement la lutte contre la pandémie du Covid-19 au niveau de l'Afrique. Mais au-delà, en fait, de cette question qui s'impose avec force, bien évidemment, il y a les questions structurelles qui également, en fait, ont été traitées. Il y a en premier lieu la question de la réforme institutionnelle de l'Union africaine qui a été engagée depuis 2015 et qui a donné lieu à un processus à partir de 2016. Il s'agit bien évidemment de faire l'état des lieux. Il y a également une autre importante question structurelle qui est l'intégration économique de l'Afrique à travers notamment les communautés économiques régionales. Et puis, bien sûr, il y a des questions récurrentes, notamment la question de l'insécurité, la lutte contre les conflits internes. Et puis, bien évidemment, il y a toute la question de la gouvernance parce qu'il y a lieu de renouveler les instances au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Commission de l'Union africaine, mais également au niveau des 6 commissaires thématiques. Donc, en fait, il y avait un agenda très, très chargé. Voilà, donc un agenda chargé, vous l'avez dit, la lutte contre la pandémie figure justement parmi les sujets prioritaires abordés par ce sommet. Quels sont les enjeux posés devant l'Afrique à ce sujet et quel rôle peut jouer aujourd'hui le Maroc dans cette dynamique africaine de lutte contre la pandémie ? Alors, il faut dire que jusqu'à ces jours, l'Afrique a été relativement ménagée. Elle a été préservée parce qu'on en dénombre à peu près 3,5 sur la moyenne mondiale au niveau des décès. On en dénombre 94 000 décès sur les 2,3 millions de décès qu'a connu le monde. Également, en termes de nombre de contaminations, nous sommes à peu près à 3,6 millions sur les 105 millions que connaît le monde. Donc, mais bien que l'Afrique est relativement ménagée, il y a la deuxième vague qui touche d'une manière relativement plus sévère un certain nombre de pays. D'où la nécessité d'une réponse efficace, collégiale et collective à éventuellement une évolution qui peut être bien évidemment pas à l'avantage de l'Afrique. Et cela passe essentiellement tout d'abord par la préservation contre la contamination ou la propagation accélérée, mais en second lieu, notamment cette opération de vaccination qui a démarré un peu partout et l'Afrique est en retard parce qu'à ce jour, à peu 5 pays qui ont démarré leur campagne de vaccination. Donc, il s'agit bien sûr de généraliser la vaccination à tous les pays de l'Afrique, mais surtout de développer une force de négociation. On connaît un peu aujourd'hui la lutte et la compétition au niveau international pour que les pays puissent être dotés de suffisamment de vaccins. Il faut rappeler que l'Afrique en fait, pour qu'il puisse atteindre la vaccination de 60% de sa population et atteindre l'immunité collective, il faudrait qu'il puisse bénéficier de 1,5 milliard de doses, sachant que le COVAX, qui est l'organisme qui soutient les pays les moins développés au niveau de l'OMS, ne dispose que 90 millions de doses. Donc, il y a un effort énorme à faire au niveau de l'Afrique pour justement bénéficier de doses d'une quantité suffisante. Et puis, bien sûr, il y a toute la question du financement également qui est posée. En ce qui concerne le Maroc tout d'abord se présente comme un exemple en termes de solidarité. On se rappelle de l'initiative royale depuis le début de la pandémie qui a permis d'aider 21 pays en termes de matériel médical. Mais également, le Maroc a donné l'exemple à travers la généralisation de la vaccination à toute la population, y compris les subsahariens qui sont sur le sol du Maroc. Et donc là, c'est un exemple de solidarité. Et puis, bien évidemment, le Maroc est disposé, parce qu'il est aujourd'hui pionnier en termes d'organisation des campagnes de vaccination, à partager son expérience et son expertise dans l'effort collectif qui devrait prendre forme d'une manière plus renforcée pour les prochaines semaines et les prochains mois. D'accord, donc il y a bien sûr le nouveau coronavirus, mais le sommet a également abordé le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine. Où en est-on justement au niveau de ces réformes, Abdeltef Koumat ?
Alors, il faut rappeler que ces réformes, en fait, ont commencé à partir de 2015, où l'Union africaine, en fait, a décidé de s'engager au niveau de l'agenda 2063 de l'Afrique, qui vise tout d'abord une croissance économique et un développement inclusif. Alors, tout cela passe par une réorganisation institutionnelle de l'Afrique notamment à travers la définition de ses priorités en termes d'axes prioritaires, mais également en termes de gouvernance, en termes de processus de prise de décision. Et puis, il y a également la question du financement. L'Afrique a besoin, l'Union africaine, de se doter d'un financement durable et de chercher d'imaginer de nouveaux mécanismes de financement. Et puis, bien évidemment, il y a toute la question de l'intégration économique africaine qui est également une question principale. Alors, il faut dire que cette réforme institutionnelle, bien évidemment, vise des objectifs à long terme, notamment l'agenda 2063, mais au-delà, il y a le court terme parce que devant l'Afrique, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis sécuritaires, économiques, sociaux. Et puis, nous entrons également dans une ère de multilatéralisme. Aujourd'hui, on revient un peu vers les institutions au niveau de la géostratégie mondiale. Et donc, l'Afrique a besoin d'une organisation bien structurée, bien gouvernée, pour qu'elle puisse affronter le défi et être un interlocuteur de taille au niveau de différentes instances internationales et des puissances mondiales. Alors, professeur, la question de l'intégration économique africaine, justement, a été abordée. Quelles sont les principales résolutions à ce sujet? Justement, ce qui a été dit, ce qui a été tiré de ce 34e sommet de l'Union africaine? Alors, la question de l'intégration économique, elle est fondamentale. Un rapport qui a été établi par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, a relevé que l'indice d'intégration économique de l'Afrique est de 0,327. Ça veut dire que nous sommes au tiers du potentiel d'intégration, sachant que l'intégration est la source essentielle du développement et de la croissance économique. Donc les pays de l'Afrique, d'une manière générale, gagneraient beaucoup en renforçant l'intégration économique au niveau du continent. Alors aujourd'hui, quelle est la panacée? Quelles sont les solutions? Tout d'abord, il s'agit de capitaliser sur les communautés économiques régionales, qui sont au nombre de 8, parce que l'intégration globale passe par l'intégration régionale. Et donc l'Union africaine a abordé comment faire justement ces communautés économiques régionales des leviers pour renforcer l'intégration économique globale. Et à ce sujet, donc il est rappelé l'importance à ce que le Maghreb puisse justement se constituer comme une force économique. Et là, malheureusement, c'est un point saillant au niveau de l'Afrique du Nord, c'est que nous avons besoin d'un Maghreb arabe uni fort pour qu'il puisse être un des vecteurs de l'intégration économique au niveau de l'Afrique. Et puis, ce qu'il faut rappeler également, c'est que la zone de libre-échange économique africaine, la ZLECA, est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Et donc, les mécanismes, justement, de l'opérationnalisation de la ZLECA étaient abordés de manière à ce que cette intégration puisse se renforcer et se développer pour l'intérêt mutuel des différents pays africains. Merci beaucoup, Abdeltef Koumat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois pour cet éclairage.